bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. L'hypnose, en un peu plus d'un an, est le deuxième record d'audience de l'émission. Plus de 12 000 médecins ont vu ce programme. Je vous avoue que cela nous a un peu interpellés. Et comme votre courrier en redemandait, eh bien nous avons décidé d'aller plus loin dans l'application de cette technique médicale qui reste énigmatique pour beaucoup d'entre vous, à travers un exemple pratique qui est le premier motif de consultation en médecine, la douleur. Alors pour comprendre pourquoi les résultats sont étonnants et surtout comment procéder en pratique, nous avons réuni sur le plateau des JDF le docteur Jean-Marc Benayem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier au Centre de traitement de la douleur à l'Hôtel-Dieu. Vous avez créé en 2001 le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. Notre autre invité est le docteur Max Fleury. Max, bonjour. Alors Max Fleury, vous le connaissez bien, puisqu'il était médecin, journaliste dans notre rédaction, mais il a choisi il y a quelques années de revenir sur le terrain comme médecin généraliste, puis de devenir hypnothérapeute dans le Loiret, avec, semble-t-il, Max, beaucoup de bonheur. Absolument. Alors, vous serez, il sera votre représentant, vous qui semblez si nombreux à vouloir franchir le pas. Je lui demanderai donc de commenter les propos de Jean-Marc Benayem chaque fois qu'il en éprouvera le besoin. Lourde tâche. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Jean-Marc Benayem, vous avez publié de nombreux livres sur les applications médicales de l'hypnose. Alors, le dernier est particulièrement original puisqu'il se propose d'expliquer les liens entre l'hypnose et le bouddhisme. Ça s'appelle Zen et hypnose aux éditions de La Martinière. Un bouquin très sympa que vous avez fait avec votre fils. Mais je veux savoir si c'est l'envie de surfer sur la mode de la méditation, surtout celle de pleine conscience, de sortir ce concept, comparaison hypnose et zen, où il y a vraiment quelque chose. C'est vrai que la méditation est très à la mode, mais en fait, on est très interpellé par la souffrance. Et dans les centres de traitement de la douleur, on est confronté à des problèmes vraiment difficiles, des amputations, des maladies graves. Et on s'est dit, mais il faut tout explorer. Et peut-être qu'il y a dans la méditation et dans le bouddhisme quelques éléments clés, quelques principes clés qui vont nous aider à soulager. Alors je suis allé voir et on a travaillé le sujet. Vous êtes allé voir, votre bouquin est la preuve. Alors vous êtes à un moment, vous faites une conclusion un petit peu lapidaire. Vous dites, l'hypnose et la méditation dans sa forme européenne. C'est-à-dire vous dites, là-bas on médite, ici on fait de l'hypnose. Oui, c'est pas dans notre culture. La méditation, elle était un peu présente dans la religion, mais c'était un autre type de méditation. Disons que véritablement, la méditation, elle est orientale, extrême orientale, hindoue, indienne, chinoise, japonaise, alors que l'hypnose, c'est vraiment une création européenne. Ça a commencé en Autriche et c'est venu en France, à Paris. Alors, Jean-Marc Benayem a prononcé le mot religion. On connaît votre implication, du moins, je connais votre implication dans la religion, Max Fleury. Donc, vous réagissez, je suppose, positivement. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Jean-Marc, qui est mon formateur, alors donc je ne vais pas en dire du mal ce soir. Hein. J'ai fait son DU à la Pitié-Salpêtrière il y a quelques années, avec beaucoup de bonheur. Dit du mal de Hollande, donc. Et il est devenu, voilà, on connaît un de ses ministres qui est devenu président. Non, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Jean-Marc revient un peu à la source, puisque on appelle l'hypnose finalement des états mentaux un peu modifiés, on appelle ça trans, etc. Et ceux qui peut-être les premiers ont exploité l'existence de ces états mentaux un peu modifiés, alors qui ont été spiritualisés, divinisés, etc., ce sont les gens d'Extrême-Orient. C'est une découverte assez récente en Europe, l'existence de ces états mentaux modifiés, d'ailleurs qu'on a attribué à toutes sortes de choses au départ, le magnétisme animal, etc., dans l'histoire de l'hypnose. Donc c'est un retour aux sources. Ça ne vous choque pas qu'il y ait Non, parce qu'on rejoint finalement des courants de pensée. Donc votre livre est justifié, et je vous jure qu'il est très bien, il n'y a pas de problème. Alors vous pratiquez, vous, l'hypnose sur les addictions, les phobies, les syndromes de stress post-traumatique, c'est l'excellent sujet. Mais j'ai voulu choisir un sujet qui est le plus fréquent pour vous qui voyez des malades, la douleur chronique, premier motif de consultation. Est-ce que vous avez des limites aux indications dans ce domaine de la douleur? Oui, bien sûr. C'est quand même difficile d'intervenir sur des patients qui souffrent depuis de très nombreuses années. C'est difficile si des patients attendent un avantage, par exemple, des rétributions, un statut particulier. Il faut vraiment pouvoir trouver le patient, le point d'appui sur quelqu'un qui est prêt à tout lâcher pour guérir.
C'est-à-dire qu'il est prêt à perdre tous ses statuts, ses reconnaissances au niveau de la sécurité sociale, ses statuts d'handicapé, pour pouvoir dire maintenant, je m'autorise à vivre comme je suis et sans en attendre aucun avantage. Ouais, vous demandez quand même pas mal de choses aux malades. Il y a parfois une dimension narcissique dans la maladie, surtout les maladies chroniques. C'est un statut, comme disait Jean-Marc. C'est un statut, voilà. C'est un statut au travers duquel les gens ont fini par se résoudre d'exister, parce qu'ils n'ont pas d'autre... La plupart du temps, c'est une fatalité pour eux. Ils n'ont pas d'autre issue que d'exister au travers de leur souffrance. On voit ça beaucoup avec la fibromyalgie en ce moment, qui est très controversée, évidemment. Vous intervenez sur la fibromyalgie, vous, les hypnothérapeutes? Oui, puisque dans les centres de traitement de la douleur, ça fait partie des pathologies chroniques. Eh bien, c'est peut-être les nouvelles formes d'hystérie à la Charcot, c'est-à-dire des dyssomatisations qui sont là parce que c'est une façon d'exister dans la souffrance. Vous allez plaire à beaucoup de médecins, mais vous allez pas vous faire des amis chez les gens qui souffrent de fibromyalgie, parce que c'est bien ce qu'ils cherchent à... Alors, vous avez dicté 12 principes dans votre bouquin. J'espère qu'on va pouvoir en passer un maximum en revue, mais l'émission est limitée dans le temps, à partir de la douleur. Les médecins prescripteurs de l'hypnose ont besoin de connaître ces principes, parce que c'est une approche un peu philosophique. Disons que quand on pratique l'hypnose, on passe devant certains principes qui sont fondamentaux. Par exemple, si le patient se regarde, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'arrive, et se met au centre. Et il se critique, il se juge. Ce regard finit toujours par de la souffrance, se termine par de la souffrance. Vers d'autres styles de pathologie, si par exemple le patient se compare, et pourquoi les autres ils vont bien et pourquoi moi je vais pas bien, et pourquoi les autres ils ont réussi, moi ma vie est pourrie. Donc il y a des principes qu'on retrouve dans le zen qui sont exactement semblables. Mais là, vous êtes dans la psy. Vous commencez par une consultation. Non, c'est pas de la psy, c'est comment la personne se place par rapport à son existence. Se perçoit. Voilà. Comment elle s'organise. Et vous commencez, quand vous voyez un malade qui souffre, vous commencez par l'interroger là-dessus, ou vous allez franco sur une séance d'hypnose? Ah non, on veut savoir où est-ce qu'il est bloqué. Oui. Alors, est-ce qu'il est bloqué? Il n'y a pas d'hypnose efficace sans une connaissance importante du patient? Mais c'est-à-dire qu'il faut entrer en relation. Ouais. Parce que le patient, c'est un être singulier, il est unique au monde, si je puis dire, et il a besoin d'être entendu. Et c'est ce qui explique la longueur de, théoriquement, vos séances? C'est difficile de faire moins de 3/4 d'heure. Moins de 40 minutes. Parce qu'il faut entrer en relation, il faut que le patient accepte la situation, il faut qu'il entre en transe, il faut que... Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Alors, on va commencer par le premier principe. Vous dites, il faut vivre une expérience. Alors, je commence un peu mieux à comprendre dans ce que vous dites. Mais c'est quoi c'est quelle expérience? Laquelle, dans le cas de la douleur? C'est assez simple. Intellectuellement, ça n'est pas possible de résoudre le problème parce que le patient a déjà beaucoup réfléchi, il a compris, il cherche encore, mais il a compris beaucoup d'éléments. Pour guérir, il faut vivre une expérience, c'est-à-dire c'est corporel, c'est plus mental. Par exemple, on peut dire au patient, il dit « bon, ça va, j'ai perdu un bras ou j'ai perdu une jambe, oui, c'est dur. » Il dit « mais est-ce que vraiment vous vous êtes installé dans cette réalité ?» Il dit peut-être, non, non. Non, en fait, je suis en colère contre cette réalité. Ouais. Alors, il dit alors allez-y, installez-vous dans la situation sans émotion. Voilà, c'est ça, faire une expérience. Et le patient, s'il veut bien accéder à cette expérience, c'est-à-dire, ça y est, j'y suis. À ce moment-là, il revient dans sa vie, il revient dans quelque chose qui est présent et qu'il n'arrivait pas à digérer. Max Fleury. Alors, une autre approche, ça peut être aussi un patient qui souffre. Alors après, effectivement, tous ces préliminaires où le patient devra nous connaître pour qu'une relation puisse s'installer, une relation de confiance, un contrat thérapeutique puisse s'établir au moins tacitement entre nous, on va proposer au patient d'observer sa douleur. C'est une autre approche, ou c'est une approche un peu semblable. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, ça vous est arrivé, moi aussi, on veut absolument se débarrasser de cette douleur, on la fuit, on veut la fuir. Or là, on va développer une approche complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on va inviter le patient à aller observer sa douleur de près. Donc avoir cette expérience, quoi, c'est ça. Faire une expérience avec sa douleur, observer sa douleur presque comme un objet, dont il va pouvoir ensuite se débarrasser, qu'il va pouvoir traiter à sa manière. C'est le refus de cette expérience qui explique qu'il y ait des patients non répondeurs? Mais oui, parce que c'est dur comme expérience. C'est-à-dire le patient, il dit, mais il va falloir que j'accepte cette situation cruelle,
injuste, et c'est dur à accepter. Et donc, comme ça vient d'être dit par le docteur Fleury, cette façon-là qui serait plutôt une fuite. C'est-à-dire, je refuse la réalité parce qu'elle est trop dure et trop injuste. C'est ce qui explique votre deuxième principe, quelque part, qu'il ne faut pas avoir d'ego. Pas d'ego, c'est-à-dire on ne se met pas au centre et on ne se regarde pas. Sinon, on se met à penser. Vous venez de dire le contraire. Il faut se regarder. Alors en même temps, ouais. Alors, on observe la situation. On ne se regarde pas mentalement. Ouais. On observe la situation pour pouvoir y adhérer et ensuite, on est comme on est. C'est-à-dire, on va dans la réalité, et puis ensuite, on est comme on est. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les principes, hein, parce que à chaque fois, ce qu'il faut dire que, bon, le bouquin, on ne l'a pas là devant, mais à chaque fois, c'est avec, il y a l'équivalent zen dans votre livre. C'est ça qui est passionnant à lire. Donc, mais parfois, vous avez peut-être voulu rapprocher les... Donc, pas d'ego. En même temps, moi... Je ne vais pas aussi loin dans la réflexion philosophique que Jean-Marc, probablement, mais dans mon approche thérapeutique, hein, vraiment quotidienne, moi je fais 3 heures d'hypnose par jour, donc je commence à avoir pas mal de patients. C'est l'état dissocié qui permet au patient de pouvoir de s'observer tel qu'il est. Alors, je ne sais pas où est l'ego dans l'état dissocié. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand il y a une dissociation, on est capable de s'observer soi-même, mais un petit peu comme si on était quelqu'un d'autre. On est un petit peu en dehors de soi. C'est l'état de transe qui permet ça. Ce sont des phénomènes attentionnels. C'est-à-dire, si le patient se regarde, il entre dans la plainte. C'est-à-dire, et pourquoi moi? Et je ne vais pas, ma vie s'effondre. Alors on lui demande, par des exercices d'hypnose, de modifier l'attention, c'est-à-dire de poser son regard vers l'extérieur. Voulez-vous percevoir d'autres personnes, les bruits, les images, les objets, jusqu'à ce que lui-même ne soit plus intéressant. Et que, ayant son attention extérieure, il peut changer d'attitude. Alors, troisième principe, vous dites qu'il faut passer à l'action. Alors là, vous éloignez de la philosophie zen qui subit. Et puis, moi, je trouve qu'effectivement, l'hypnose, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas plus passif que le patient hypnotique. Oui, en ça vous fait sourire tous les deux là. Oui, non, en fait, c'est assez ça, mais c'est une question importante parce que elle trouble beaucoup de collègues et de patients. En fait, dans l'hypnose, il y a 2 étapes. Il y a une étape où effectivement le patient, comme on voit au music-hall, est un peu, comment on va dire, dans la confusion. Il est réduit un petit peu à un état basique où il est, comment dire, assoupli. Il était un peu raide, rigide dans ses croyances et le thérapeute met un peu de confusion. C'est ce qu'on voit au music-hall. Mais au music-hall, ça ouvre à une manipulation pour distraire le public. Alors que nous, c'est comme une pâte à modeler qu'on a réchauffée pour qu'elle puisse être souple. Et ensuite, on passe à la phase active où là, le patient se confronte, par exemple, à la réalité en disant « Ah, peut-être je peux voir la chose comme ça. » Oui, au fond. Alors, j'ai vu un chirurgien digestif qui m'a... Vous allez me dire si c'est totalement fou. Il m'a dit « Je fais donc de la chirurgie bariatrique, mais j'ai dans mon équipe un hypnotiseur qui obtient presque les mêmes résultats en suggérant à ses patients qu'ils ont un bypass ou qu'ils ont le même système. Un anneau virtuel. Un anneau virtuel. Est-ce que c'est quelque chose qui est un des problèmes du comportement alimentaire, c'est que le patient, il est absent à son corps. Mais il est très présent au désir, au plaisir. Par exemple, il est très présent à ses papilles gustatives, à l'envie, mais tout à fait absent à son corps qui est de plus en plus lourd, déformé, fatigué, empoisonné. Donc, une des façons de résoudre, ce serait qu'il ressente son estomac, son œsophage, avec tant d'intensité qu'il puisse en sentir, puissamment qu'il puisse sentir sa souffrance. Alors, on propose de resserrer, de comprimer. On peut appuyer d'ailleurs sur les zones œsophages. Donc, c'est pas ce que je vous raconte. Absurde. C'est pas absurde. Alors, pour revenir sur ce travail que ferait le patient... Et sur la douleur. Sur la douleur, par exemple, et d'une manière générale en hypnose médicale, souvent les patients qui viennent nous voir, qui sont pris en charge par les centres antidouleurs, etc., la situation leur échappe complètement. C'est-à-dire que par rapport au traitement conventionnel de la douleur, ils sont totalement passifs, c'est-à-dire qu'ils subissent les traitements. J'ai une patiente cadre supérieur qui est venue me voir un jour, qui a une spondylarthrite ankylosante, qui ne pouvait plus bouger, qui souffrait terriblement. Elle était prise en charge au centre antidouleur et c'était des augmentations permanentes des doses de morphine.
Au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus travailler, etc. Ce n'était pas son souhait. Ça lui échappait complètement. En 2 séances d'hypnose, elle a arrêté la morphine. Elle avait toujours sa spondylarthrite ankylosante. Et chose un peu étonnante, elle me dit « Je sais que les douleurs sont là, mais elles ne me font plus souffrir. » Donc, c'est vous travaillez sur l'intégration de la douleur, vous, exactement. Et donc, il y a un travail qui se fait de la part du patient. C'est-à-dire qu'en séance d'hypnose, le patient est co-ouvrier de sa propre guérison. Dans ce cas On travaille clinique, avec ce cas le patient. Dans ce cas clinique, ce qui a, semble-t-il, été tout à fait efficace, c'est la déconnexion entre la réalité, la pathologie est bien là, et l'aspect émotionnel. Alors ça, c'est une des découvertes, si je puis dire, récentes de des neurosciences actuellement, c'est qu'on peut éteindre l'amygdale, c'est-à-dire le patient ressent, mais ne s'en plaint plus, ne dramatise plus, et il dit oui, le problème est là, mais ça y est, j'y pense plus, ça ne m'empêche pas d'agir, ça ne m'empêche pas de vivre. Voilà, alors qu'on peut éteindre l'amygdale. Un de vos principes, et qui rejoint ce que vous venez de dire, vous êtes persuadé que nous portons tous en nous les ressources de la guérison. Alors, ça, j'ai dire, on a eu dans cette émission Mathieu Ricard, que vous aimez beaucoup, qui nous a tenu la même chose, mais lui, il me dit, nous, on a été vérifier tout un tas de choses à l'intérieur du cerveau, on a fait plein d'IRM, et il a passionné, deuxième record d'audience de cette émission, il a passionné les gens par justement le côté action de la méditation sur les neuromédiateurs. Vous avez les mêmes expériences, les mêmes études avec l'hypnose? Il y a beaucoup de travaux sur comment le cerveau réagit quand on met quelqu'un sous hypnose. En fait, comme il y a 2 étapes dans l'hypnose, une étape où l'on met de la confusion, par exemple, cette étape va servir pour la douleur aiguë, et puis une autre étape où on va modifier le rapport au monde de la personne, eh bien, dans l'imagerie cérébrale, c'est ce que l'on voit. C'est-à-dire, dans la première étape où le patient est comme dans une diversion, il s'en va, il se promène, il se détache, il oublie, c'est comme une dissociation, alors il y a effectivement, ça ressemble plutôt à de la relaxation, c'est plutôt agréable et il y a beaucoup de zones qui s'éteignent. Alors que quand il s'agit de changer le rapport au monde dans l'imagerie, alors là, ce sont les phénomènes attentionnels et les zones du cerveau qui sont activées dans les processus attentionnels qui sont stimulées. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire il y a au contraire une augmentation des processus attentionnels. On ne sait pas si ça marche par une sécrétion de neuromédiateurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on croyait que l'hypnose endormait, que l'hypnose... Et puis en fait, non, ça réveille. C'est tout sauf du sommeil, d'après ce que vous m'avez dit. Ce qui est très intéressant, c'est que les techniques de neuroimagerie dans le phénomène de transe hypnotique montrent que si, par exemple, vous imaginez que vous avez un certain comportement, il y a une certaine zone de votre cerveau qui vont s'activer. Par contre, si on vous suggère ce comportement alors que vous êtes en état dissocié, en état de transe hypnotique, ce sont exactement les mêmes zones qui vont être activées que celles qui seraient vraiment activées si la situation se présentait vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau qu'on ne comprend pas encore. L'action simulée ressemble au niveau cérébral à l'action accomplie véritablement. Quand on est en hypnose. Ce qui fait qu'on peut demander, par exemple, à quelqu'un qui a un problème de marche, de marcher virtuellement. Donc ça a développé la médecine virtuelle où on propose à quelqu'un qui a la phobie, parce qu'il a eu plusieurs opérations chirurgicales, de marcher virtuellement. Dans la douleur, vous proposez quoi, par exemple, concrètement C'est à l'infini. Quelqu'un qui a l'appréhension de remarcher après un accident ou après un traumatisme, on lui propose de le faire en imaginaire. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques et qui a peur de refaire du vélo ou qui a une périarthrite d'épaule, on lui dit, bon, est-ce que vous pouvez le faire en imagination ? Le fait de le faire en imaginaire soulage juste la perception de sa douleur ? Ça le remet dans son corps. Ça le remet dans son corps. Et ça va lui permettre d'être désinhibé et de refaire quelque chose qu'il n'osait faire. Alors, on va revenir dans un instant à l'hypnose avec la question du maître. Vous allez voir, ça va vous passionner. Mais vous vous demandez tous un peu comment on finance les JDF. Eh bien, la réponse.
Alors, on revient avec nos invités sur ce débat passionnant sur l'hypnose. Alors, vous dites, il faut un maître. Alors là, vraiment, là, ça m'a surpris parce que là, on rentre dans la secte. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on dit. Attention, moi, je ne veux pas me faire hypnotiser parce que qu'est-ce qu'il va avoir dire le mot maître, je vais d'abord demander, ça vous choque de dire que vous êtes le maître? Non, ça ne va pas vous choquer, ça va vous plaire vous-même, non? Oui, enfin, je ne sais pas trop, j'ai pas lu le livre de Jean-Marc, je suis désolé Jean-Marc, mais voilà, je ne sais pas trop quel est son... Voilà, ça ne saurait tarder. Pas bien. Je ne sais pas trop quel est son concept, donc... alors, dans le zen, on dit il faut un maître. Parce qu'il apprend à méditer, il guide son élève qui est un peu désorienté, qui ne comprend pas comment on peut rester une demi-heure sans rien faire. Dans l'hypnose, c'est plutôt un guide qui accompagne, qui ne devance pas. Il accompagne et il dit « Ah, là, ce chemin, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, ah, bah oui, là, je me plais bien. » Donc, on a besoin de quelqu'un. Mais ce guide peut être un livre. Ce guide peut être le souvenir. Le mot maître, il est quand même, il a quand même une connotation. C'est comme une inspiration. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré et qui nous a tellement bouleversés qu'on suit ses principes. Ouais. Ça peut être un ancien instituteur qui nous a aidés. Ça, d'accord. Mais là, dans l'occurrence, dans le traitement de la douleur, quand vous dites qu'il faut un maître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive que l'on soit tellement égaré, que l'on soit tellement dans des impasses, car c'est ça le problème d'une pathologie chronique, c'est qu'elle place la personne dans une impasse. Il n'arrive plus à résoudre, il n'arrive plus à sortir. Et je crois que c'est ça qui est passionnant, c'est que l'hypnose vient compléter nos formations de médecins. Dans la médecine, nous avons été à la faculté, on ne nous a pas appris qu'il y avait des ressources et qu'il y avait des possibilités. Quand on disait, eh bien, le patient dort mal, on dit, bon, on va donner un somnifère. Il est déprimé, on va donner un antidépresseur. Il a mal, on va donner un antalgique. On dit, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il ne peut pas résoudre ce problème? Et c'est ça que l'hypnose apporte comme réponse. On va dire, ben, oui, peut-être qu'on peut résoudre des problèmes qui ne sont pas gravissimes, voilà, qui sont des choses de tous les jours auxquelles on a l'habitude de substituer une substance, un produit, une drogue, alors que non, il y a peut-être des ressources. En Maître Fleury, vous comprenez mieux le concept? Oui, alors ça rejoint des concepts classiques en hypnothérapie, c'est-à-dire qu'au cœur du processus d'hypnothérapie, il y a la relation au thérapeute. Qui est absolument fondamental. Alors le thérapeute, dans l'approche ericksonienne de l'hypnose, qu'on pratique tous ici en France, qui se démarque de l'hypnose autoritaire qu'on a pu pratiquer, c'était « dormez, je le veux hein, », voilà, la fameuse injonction. Bon, on s'est vraiment éloigné de ça. Donc aujourd'hui, le thérapeute, il est, comme dit Jean-Marc, c'est un guide. Moi, j'explique souvent à mes patients qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Je dis oh, « attendez, moi je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je vais vous aider à explorer, à vous promener en vous-même. Oui, mais le mot guide ne me choque pas, c'est le mot maître. Voilà. Alors après, non, le côté c'est dans la dépendance terminologie que je trouve un peu excessif. Le maître est plus présent dans le zen que dans l'hypnose. Sans doute. Oui. Dans l'hypnose, c'est le mot guide, c'est-à-dire... Et pourquoi cette tierce personne? Eh bien, parce que souvent, on se confronte à la peur. La peur du changement, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas maîtriser quelque chose. Et comme ce sont des sables un peu mouvants, délicats, le patient dit « je me sens en confiance avec vous », comme dit Max, la relation est bonne, donc je veux bien traverser cet espace, cette épreuve. Oui, et n'oublions pas qu'à l'origine, c'était les chamans qui tenaient ce rôle d'intermédiaire. Oui, les chamans, comme on veut. Voilà, donc il y a toujours la relation, comme dit Jean-Marc, à une tierce personne. Et c'est pour ça que l'hypnothérapeute, il est au cœur de ce processus. Et la plupart du temps, le processus de guérison, il est déjà, dès que le patient franchit la porte, il y a des études qui montrent que plus le thérapeute est renommé, meilleurs sont les résultats. Donc il y a bien une part subjective dans la relation qui s'installe. Toute relation entre un médecin et son Elle est encore plus forte en hypnose. Encore plus forte, d'accord. Mais l'idéal, c'est tout de même que le patient finisse par s'approprier ce qui vient d'être... S'autonomise. Voilà, ce qui vient d'être mis en évidence. Ça lui plaît tellement qu'il se l'approprie, il n'a plus besoin de ce thérapeute. Alors, je passe un peu hein, sur vos différents... Vous avez bien vu que vos principes, on va un peu vite, mais il reste le bouquin. Hein. Vous dites pas de jugement, parce que souffrir, c'est être jugé, et pas d'attachement. C'est-à-dire que
les patients qui souffrent de pathologies chroniques, pas de légumes, mais du chronique, ils prennent appui. Ils prennent appui sur la famille, parfois le conjoint. Voilà, c'est un appui. Ils sont de travers. Ils prennent appui sur des médicaments, sur des kinés, sur des rebouteux, sur des guérisseurs, Et finalement, ils sont tout le temps de travers parce qu'ils prennent appui et ils dépendent d'eux. Donc l'objectif, ce serait que la personne puisse tenir par elle-même et qu'elle puisse... Ça, c'est ce que vous dites, pas d'attachement. Voilà, pas d'attachement, c'est-à-dire qu'elle puisse être autonome. Et pas de jugement, c'est... Pas de jugement, c'est parce qu'on met de l'affectif. C'est-à-dire, oui, j'aurais pas dû si j'avais su... Voilà, ça augmente la souffrance. Le jugement augmente la souffrance. Ça augmente la pensée. Dites-moi, je ne sais pas pourquoi on va voir un hypnothérapeute. Quand on vous voit parler, on va voir un psy. C'est bien plus simple. Qu'est-ce que vous apportez de plus que le psy dans Eh bien, c'est parce que beaucoup de propositions peuvent être complètement corporelles. On est plus rapide. C'est-à-dire, on dit aux patients, mettez-vous debout. Voyons tout voir. Tout ça pendant... Parce que tout ce discours... Est-ce que le patient répond aux questions pendant une séance d'hypnose ou il est totalement... Avant, pendant, il arrive que le patient pleure, il arrive qu'il dit « j'y arrive pas », il arrive que, par exemple, tout à l'heure, une patiente souffre d'une contracture douloureuse de la mâchoire et j'ai pensé à un exercice kinétique parce qu'on n'est pas que auditif, visuel. Alors, je lui ai posé une masse lourde sur la main et je lui ai dit, c'est ça subir un problème. C'est ça être dans l'emprise de quelque chose. Je lui ai dit, laissez maintenant que ce soit votre corps qui expulse quelque chose qui est, je dirais, encombrant. Elle a compris que depuis des années, elle était dans une contracture encombrante, dans il faudrait, et elle a fini par faire expulser. Donc vous voyez, le langage a disparu, c'est le mouvement. Mais tout ce que vous allez chercher, tout ce que vous allez faire exprimer, quand le patient alors il ne se réveille pas, il sort de la séance, la transe, il se souvient de tout ça ou il a tout oublié ou... Souvent, ils se souviennent, une bonne partie, pas tout, ça dépend des séances. Alors ce qui est intéressant, expliqué comme ça paraît un peu magique, hein, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tout ce qui doit se passer, en fait, se passe au niveau du subconscient, sous la surface. C'est-à-dire qu'il y a ce que le patient intellectualise, ce dont il se rend compte au cours de la séance, mais il y a tout ce que son cerveau va interpréter, ce qui est de l'ordre du symbolique. Et les processus associatifs qui vont se mettre en place dans son esprit inconscient. Et d'une certaine manière, ce que j'explique un petit peu à mes patients, c'est qu'en hypnothérapie, on va remodeler, reparamétrer le subconscient. Il avait été parasité, on essaie de lui redonner un autre sens. Est-ce que c'est paradoxal par rapport à votre dernier principe qui dit qu'il faut laisser vide? Ça veut dire quoi, laisser vide? Laisser vide, c'est que la pathologie, c'est de remplir. Le patient, il remplit avec des plaintes, il remplit avec des aides, il a X psychologues, psychiatres, médecins douleurs, médicaments, rééducation, piscine, kiné. Donc il ne fait que remplir. Et d'ailleurs, quand on discute, il ne s'arrête pas de parler, il raconte, il monte son ordonnance. Et la guérison, c'est de laisser vide, c'est-à-dire pas forcément complètement, pas vide démuni, non. Vide, c'est-à-dire à la fois il tient par lui-même et il accepte la situation. Vous faites un wash-out, quoi. Ah oui, c'est vraiment un lavage. Okay. Mais il y a quelque chose à dire pour nous qui sommes médecins et qui ajoutons l'hypnose à notre pratique, c'est qu'avant, quand un patient nous disait « voilà, je ressens ma douleur comme une brûlure, je ressens comme une boule », la plupart des soignants ne savent pas quoi faire de ça. Alors que l'hypnothérapeute peut dire « ah, vous sentez ça comment ?» Comme un pincement. Et dit, alors allez-y, entrez en hypnose et laissez la pince se desserrer. Alors que les autres ils disent, oui, moi je ne peux rien faire de ça. Donc si je comprends bien, jamais vous vous dites quand vous voyez un malade, non, alors vous, non, vous pouvez sortir, je ne peux rien faire. L'hypnothérapeute est optimiste. Alors, il est ça m'est arrivé une fois. Ça peut arriver. Un patient qui est venu me voir pour qu'il arrête de ronfler. Oui. Il dit, je suis désolé, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux hypnotiser votre femme pour qu'elle vous supporte mieux, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Quand vous êtes un bon médecin, de perdre du poids, de faire un peu d'exercice physique, c'est très bien. Dans le zen, on dit qu'il y a des ressources, et dans l'hypnose, on est confiant, on dit, on se lance, on verra bien. Bon, écoutez, vous savez, on va passer à vos questions tout de suite. Alors,
Alors, c'est une émission qui marche, vous en doutez. Vous obtenez des résultats surprenants en peu de temps. L'hypnose, on peut y revenir autant de fois qu'on veut. Oui, c'est une question importante qu'on se posait, de savoir si ça ne marchait qu'une fois. Et en fait, il arrive fréquemment que le patient se désoriente et il revient faire une séance pour retrouver sa place, pour enlever les parasites qui étaient revenus et retrouver son chemin. Donc c'est reproductible, bien sûr. Bon, c'est vrai que vous m'expliquez que Jean-Marc était une star de l'hypnose, donc je suppose que ça coûte très cher de faire de l'hypnose. Non, non, finalement, vu qu'on supprime beaucoup de médicaments, qu'on supprime beaucoup de soins, finalement c'est économique. Peut-être que le ministre de la Santé pourrait s'inspirer de ces thérapies qui se coûtent beaucoup moins cher que les thérapies traditionnelles. Alors, le problème pour nous généralistes, bon, Jean-Marc lui fait que de l'hypnose. Hein. Oui. Moi, je suis généraliste, j'ai une pratique de médecin généraliste comme tous ceux qui nous écoutent. Et c'est très compliqué parce que c'est 1 heure. C'est un rendez-vous d'1 heure. C'est un créneau d'1 heure. Oui. Dans un emploi du temps qui est déjà surchargé à cause de la désertification médicale et problème de la prise en charge. C'est-à-dire que, bon, comme je dis à mes patients, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, mais je ne fais pas ça pour en perdre non plus. Donc, il faut bien trouver des moyens de compenser. Or, ce n'est pas du tout pris en charge. Donc, c'est des actes qui sont hors convention, donc soumis à la TVA. Donc, peut-être. Oui, donc fiscalement, c'est compliqué. Et donc, dans notre pays, dès qu'on veut commencer à faire quelque chose d'un peu original qui sort des sentiers battus, on a tout de suite des obstacles qui sont administratifs, fiscaux, etc. Ça n'enrichit pas. C'est pas une question qu'on me pose, mais l'hypnose à l'étranger, elle a même... ça se développe bien en Allemagne, en Angleterre, ça commence en Espagne, en Italie. Et aux États-Unis Aux États-Unis, c'est plutôt moins. C'est moins par rapport à 20-30 ans, mais il y a encore des noyaux à New York, Pourquoi? à Phoenix. Alors, comment vous expliquez cette... Eh bien, je pense que ce sont des modes. C'est-à-dire, quand la technique progresse beaucoup, alors on va vers la technique. Quand elle devient un peu trop envahissante et que l'humain est mis de côté, alors on réhumanise le soin, comme c'est dit. Donc ce sont des vagues, suivant les... Et puis il y a une vague de la méditation qui, elle, a l'air plus organisée et qui encourage. Alors justement, un de nos téléspectateurs dit, Mathieu Ricard nous a expliqué que la méditation, on pouvait en faire et en prendre autant qu'on voulait. L'hypnose, ils avaient des pépins ou des contre-indications, des accidents, des Il n'y a pas d'effet secondaire. Il faut juste être attentif s'il y a des troubles psychiatriques profonds. Vous ne risquez pas de les réveiller non, il n'y a pas de vous n'avez pas des gens qui, quand ils partent de chez vous, vous les trouvez un peu banco et vous allez dire... Alors, il faut juste surveiller que le patient soit bien de nouveau tout à fait réveillé, surtout s'il doit partir en scooter, voilà, pour qu'il soit hyper présent, mais on n'a jamais vu... Ça, vous le vérifiez au moment du chèque. Oui, on leur demande de marcher un peu et de bien se retrouver avant de conduire. Alors, on les met en garde, on dit, bon, faites un petit tour du parking avant de reprendre le volant. Pour en revenir justement, parce que cette notion de maître, elle passe pas très bien. Celle-là, il faudra que vous peut-être vous y travaillez. Le maître, il a besoin de voir ses patients combien de fois par an. On me demande. C'est comme vous dites qu'on ne les voyait pas beaucoup, c'est-à-dire que chez vous, on va une fois par an, une fois tous les 6 mois. Alors, toutes les en semaines. général, la façon de travailler, c'est de faire 3, 4, 5 séances et puis on voit. Si le patient va à quel mieux, rythme, on s'arrête. En 2 temps, espacement 8-15 jours. 8-15 jours. Et puis on voit si on est utile, si on est efficace. Oui, ce n'est pas du tout des thérapies longues ou très répétées comme on voyait avec la psychanalyse. C'est plutôt bref et on essaye d'évaluer rapidement les effets. Max Fleury. C'est des thérapies brèves, donc on sait très vite si ça va marcher ou pas. Par exemple, dans le cas de la douleur, vous avez des résultats rapidement. Je vous dis, la patiente, en 2 séances, elle était délivrée de ses problèmes. Alors, des fois, c'est un peu plus long. Un patient est unique par définition, donc tous les cerveaux ne réagissent pas de la même manière, toutes les personnes ne réagissent pas pareil. Il y en a chez qui ça ne bouge pas du tout, peu heureusement. Il y en a chez qui ça bouge doucement, progressivement, et puis d'autres chez qui ça bouge très vite, très rapidement. Et donc, voilà, ça peut être réglé en quelques séances. Il va falloir vous répondiez sur un bloc, parce qu'on a trop de questions. Okay. Vous dites médecine curative, c'est très bien, mais on est plutôt à l'ère de la médecine préventive. C'est quoi votre réponse? Eh bien, si le patient modifie sa façon d'être dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'est plus en position de victime, et il est en position d'acteur, c'est-à-dire, c'est la fameuse formule de Roustan, « just do it », c'est-à-dire il n'est plus dans la passivité, alors cela peut modifier d'une manière préventive tous les autres problèmes qu'il va rencontrer dans la vie.
Donc ça veut dire qu'il faudrait faire des séances d'hypnose préventive, parce que la conclusion de cette question, c'est de dire, est-ce qu'il faut faire des séances d'hypnose préventive? Max Fleury, est-ce que vous... Alors, moi, je viens de terminer un diplôme de psychosomatique intégratif, donc on apprend l'influence des états mentaux des patients sur la survenue des maladies, non pas psychiques, mais somatiques. Ouais. Et c'est clair qu'il y a une relation entre les états mentaux, la manière dont on gère nos affects. Donc quand on a des patients, on peut très bien... évaluer leur état psychique. Mais vous le faites ou pas, vous? Parce que là, vous avez montré que vous êtes très savant. Mais non, mais on peut le proposer. Mais est-ce que vous proposez ou pas? On pourrait le proposer. Actuellement, l'hypnose est utilisée sur des patients qui souffrent, qui ne vont pas bien. On ne le fait pas en préventif, on ne le fait Donc, pas vous répondez à la question, dans l'éducation. Il n'y a pas d'éducation thérapeutique. Et il n'y a pas d'hypnose préventive en se disant, tiens, non. Vous savez qu'il y a les gens, la mode de l'ostéopathe pourrait devenir la mode de l'hypnothérapeute. Ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Pas comme pour ça. l'instant, non. Il y a quand même plusieurs ouvrages d'auto-hypnose qui commencent à fleurir et qui entraînent la personne à se placer différemment dans son corps, dans la relation, et qui pourraient prévenir un certain nombre de plutôt la méditation. Alors, ça présente énormément de questions. On n'a plus que le temps de répondre, et de façon brève, à deux questions. La première, c'est si c'est efficace, pourquoi c'est aussi confidentiel et aussi mal pris en charge? Alors, quand même, l'hypnose revient très à la mode. Elle entre dans les hôpitaux, mais grâce à TF1 20h qui montre des gens... Les médias ont favorisé. Oui, mais est-ce que c'est bon d'avoir ces émissions où on hypnotise des gens? Je crois que ce qui est important, c'est d'informer. Et ensuite, les personnes disent « Ah, si c'est efficace, je ne vais pas rester à la traîne ». Et donc, on a de plus en plus de directeurs de cliniques, d'hôpitaux qui veulent former leur personnel. Donc, on va les former. Et on a de plus en plus de demandes. Quand j'ai commencé le diplôme universitaire, ils étaient 15, 20 à se former. Et là, on a 300 demandes. Max fait 3 heures d'hypnose par jour. Vous en faites combien de temps, vous? Oui, 12 heures. Mais c'est crevant de faire de l'hypnose ou pas? Non, parce que le thérapeute se met lui-même dans l'hypnose et en quelque sorte, il reste disponible pour le patient. Alors, une dernière question qui consiste à dire, tout ça c'est très beau, mais comme souvent en médecine, c'est dépendant de celui qui le fait. On comprend que Jean-Marc Benayem ou Max Fleury sont excellents, mais comment savoir si l'hypnotiseur est bon? Eh bien, d'abord, ce serait bien d'avoir affaire à un professionnel de santé. Oui, voilà, donc il faut être médecin pour être hypnotiseur. Médecin, psychologue, sage-femme, dentiste, bien entendu, kiné. Et la deuxième chose, c'est que il faut que la relation soit bonne. Comme Max a dit, il faut que la relation soit bonne, il faut que le soignant se forme régulièrement, qu'il aille faire des stages, parce que moi, au bout de 20 ans, je continue à apprendre. Bon. Donc il faut se former, ceux qui ont envie de se former, ils peuvent aller suivre les DU, il y a de la place. Alors on a un listing des collègues qu'on a formés, qu'on peut donner sur toute la France, et les patients peuvent se former. Délai de consultation chez vous, si demain je veux avoir une consultation, moi vous me prendrez tout de suite, mais... il y a des consultations à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu où je travaille, et puis en privé aussi, bien sûr, oui. Mais c'est pas comme les ophtalmos, 6 mois d'attente? Il y a 2-3 mois d'attente quand même. Et vous? Pareil. Écoutez, c'est que ça marche. Bon, écoutez, on arrive à la conclusion et à la fin de cette émission. Je vais vous demander une petite conclusion courte, parce que le temps est un peu dépassé. Max Fleury, on commence avec vous. Médecine générale, je trouve que le médecin généraliste, c'est le mieux placé pour appréhender son patient. Et je pense qu'un médecin généraliste devrait... être attentif aux états mentaux de ces patients. Là, on rejoint la prévention, on rejoint la bonne santé globale du patient, et puis sortir un peu du schéma tout chimiothérapie, tout traitement. Mais voilà, ça nécessite de se former, ça nécessite de s'intéresser à ça, et c'est chronophage. Et c'est vrai que le problème majeur auquel font face les médecins généralistes, c'est le manque de temps aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Oui, tout à fait. Dans la suite, effectivement, c'est bien que l'hypnose soit revenue dans la pratique médicale, car souvent, ça n'est pas une thérapie complémentaire. Souvent, c'est la thérapie qui était adaptée à la situation présente. Et donc, présenter ça comme une thérapie complémentaire, non, ça n'a pas de sens. C'est du bon travail quand on fait ce qu'il fallait. Merci, cette émission est terminée. Merci à nos invités qui ont été exceptionnels. Merci à vous de partager ce moment d'excellence médicale. Je suppose que vous allez encore être nombreux à vouloir approfondir le sujet. Jean-Marc Benayem, il y a eu beaucoup de questions pour dire si on veut profiter de votre enseignement, on fait comment? Eh bien, on a des formations sur Paris. Le vôtre. Alors absolument. Sur Paris, on a le diplôme universitaire à la Pitié et puis une autre formation où on forme des kinés, des infirmières, des psychomotriciens.
qu'on fait ça à Ambroise Paré, à l'hôpital. Et puis il y a vos nombreux livres, mais je vous recommande le dernier qui s'appelle Zen et Hypnose aux éditions de La Martinière. Vous l'avez fait avec votre fils. C'est quelque chose avec des photos, c'est splendide. Hein, vous êtes très content de ce livre, je suppose. Oui, il plaît beaucoup, c'est un beau livre. Max Fleury, quand le vôtre? À bientôt. Bon. Je ne sais pas quand. Mais... Vous avez beaucoup de talent, on l'attend tous. Allez, merci à vous deux, c'était un débat passionnant. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Vous allez être nombreux sans doute à envoyer un mail à jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. On a aussi une chaîne YouTube où vous pourrez voir les émissions. Vous pouvez de temps en temps expliquer à vos patients qui peuvent aller jeter un coup d'œil. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.